On est bon? Ah! Mon thé. Me semblait que j'avais oublié un élément essentiel. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on peut vite s'arrêter sur... Non mais ce magnifique petit t-shirt que Vincent m'a offert. Il s'est fait une petite commande sur QWERTY. Il a vu celui-ci, il a craqué pour moi. Voilà, que voulez-vous? Et je l'aime beaucoup, vraiment, il est très mignon. Bon, bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit wrap-up, c'est-à-dire ce que j'ai traduit par conclusion de lecture. Tous les 3 mois, j'essaye de venir vous faire un récap de toutes les dernières lectures sur les 3 derniers mois. Donc là, on s'attaque à juillet, août et septembre. J'aime bien parce que d'un côté, ça permet de mélanger un peu les saisons. Tu vois, il y a juillet, août, c'était l'été. Septembre, il y a déjà les lectures d'automne. Oulala. Mais avant toute chose, merci au sponsor de la vidéo du jour, l'application de lecture Nextory. Vous les connaissez maintenant très bien, vous savez que ça fait longtemps que je travaille avec eux, que je ponce leur catalogue absolument tous les mois, autant que je peux, et ça tombe bien parce qu'avec le code que je vous laisse ici, bah vous avez 60 jours pour tester l'application gratuitement. Nextory, si vous ne le savez toujours pas, c'est une bibliothèque, une librairie absolument gigantesque que vous avez directement sur votre téléphone. Grâce à l'application, vous avez plus de 900 000 références, toutes langues confondues, complètement accessible en numérique, et ajoutez à cela de la bande dessinée, de la presse, et par-dessus vous ajoutez encore, tu sais, comme la petite cerise sur le sundae, du livre audio. Et d'ailleurs, dans cette conclusion de lecture, à chaque fois qu'un livre sera disponible, soit en numérique, soit en audio, sur Nextory, je vous l'indiquerai avec le petit logo quelque part là, sur l'écran. Si vous avez à la fois envie de tester soit l'appli, soit une des lectures que je vous recommande ici, vous allez pouvoir le faire gratuitement durant les 60 jours que vous offre le code. Toutes les infos se trouvent dans la barre de description, n'hésitez pas à aller cliquer directement, je les remercie comme toujours beaucoup de toujours me faire confiance et d'être si régulier sur mes vidéos, et je vous laisse avec cette conclusion de lecture. Je vous le dis déjà, il y a beaucoup de SFFFF, c'est-à-dire science-fiction, fantasy, fantastique, et parmi mes coups de cœur de cet été, on va retrouver L'orage qui vient, que j'ai adoré, c'est de Louise May, c'est tout petit, ça se lit en 2-2, c'est hyper poignant, hyper féministe, hyper inventif. On sait qu'il s'est passé une catastrophe dans le monde, on ne sait pas laquelle, les hommes sont devenus un petit peu fous, et on va rencontrer un clan de femmes qui a décidé de se retirer totalement, qui vit caché dans un petit hameau, et qui un beau jour va voir un homme débarquer, et sauf que l'une d'entre elles commence à piger que ça pue. Il va y avoir suspicion, il va y avoir accusation, il va y avoir plusieurs événements qui vont un petit peu mettre à mal la petite communauté, jusqu'au climax. Ça se bouffe, hein. Ça se bouffe, c'est hyper efficace. Je pense que c'est à conseiller à mettre entre beaucoup de mains, autant assez jeune, je dirais à partir de 14-15 ans, jusqu'à pas d'âge, et autant des hommes que des femmes, bien sûr. J'ai eu ensuite une énorme déception avec Nuit d'été de Dan Simmons. Ce truc, je lui donnais tellement d'espoir, je voulais un truc à la Stranger Things mélangé avec du King, tout ça, et c'est un petit peu ce que laissait promettre la 4e de couve. On a clairement la bande de copains, dernier jour d'école, l'école est vraiment bizarre, il y a un camarade de classe qui disparaît dans d'étranges circonstances, puis tout l'été, il y a un truc étrange qui commence à se propager dans la ville, et eux, ils vont petit à petit mener l'enquête. On est dans les années 50, 60, il n'y a pas de téléphone, ils sont sur leur vélo constamment, enfin, tu as l'image, c'est bon, tu la vois? Moi, clairement, je l'avais, quoi, tu vois. Alors, question horreur, un petit peu dégueu, gore, horrifique, on est là, il y a tout ce qu'il faut là où il faut, c'est bien dégueu sur la fin, mais j'en ai pas eu assez durant toute la première partie du bouquin, et j'ai encore une fois l'impression que ce genre de bouquin se précipite à la fin pour essayer de te raconter un truc, et bang, tu sais, vite, on met le petit nœud cadeau autour du paquet qui est dégueulasse, et ça fait illusion. Bon bah, pas chez moi. House of Salt and Sorrows, il existe en français, mais moi je l'avais trouvé en anglais. J'ai failli abandonner, franchement, parce que je voyais pas où ça voulait aller. Ça commençait... ça démarrait pas super bien. Et en fait, c'était hyper cool. Alors ça se lit peut-être plus en fin d'automne, début hiver, parce que mine de rien, il fait assez froid. Il y a pas mal de moments où il y a de la neige, etc. Et moi, c'est vrai que je suis partie du principe que comme ça se passait sur une petite île avec la mer tout autour, c'était un truc estival. Absolument pas. Bref, ça n'en fait pas moins que c'était une bonne lecture. Arrivé ce passage, je dirais justement ces fameuses 100 premières pages où tu sais, des fois tu sais pas trop quoi penser d'un livre, t'entres enfin dans le vif du sujet, et on a donc une ribambelle de sœurs qui sont visiblement un peu toutes maudites parce qu'elles commencent à mourir toutes les unes après les autres, de la plus grande et gentiment, tu vois, ça commence à descendre. Et donc notre héroïne commence à suspecter qu'il se passe quelque chose, alors que tout le monde lui dit que ses sœurs sont mortes de mort naturelle, voilà, un accident, une maladie, enfin bref. Il y a tout à coup un univers très fantastique et féerique qui vient s'insinuer là-dedans parce qu'elle découvre une porte dans la crypte où sont donc enterrées ses sœurs, qui vont mener
elle et toutes ses autres sœurs à travers un bal absolument magique avec des êtres féeriques, elles savent pas trop où elles sont, elles perdent la notion du temps, etc. Et elles commencent à penser qu'il y a un truc entre les deux, quoi. Et au final, c'est beaucoup plus psychologique que ça. J'ai trouvé que sous couvert d'un petit truc un peu fantaisie, léger, bal masqué, tout ça, on avait une histoire qui était quand même vachement cool, vachement intelligente. Moi, j'ai passé un bon moment, franchement, voilà. J'ai enfin terminé la duologie, enfin, ça, de Stephen King. À l'époque, peut-être, dans ses premières éditions, était en un seul gros volume. Là, c'est en 2. Donc ça, volume 1, je l'ai fait l'été dernier, je l'ai adoré. Et ça, volume 2, bah, j'avoue que la conclusion, elle m'a convaincue, la conclusion, mais c'est la façon dont il amène la conclusion. Oh, à un moment donné, c'est bon, tu sais, t'as envie, en fait, d'arriver au bout. T'as envie de... Comment ils font, quoi, maintenant, tu sais, c'est bon, on a compris, le mal, ça, tout ça, voilà. Tu veux la baston finale, quoi. Et en fait, j'avais l'impression que ça ne venait jamais. Ce que j'aime bien, c'est que t'as quand même un rythme qui est assez soutenu, parce que un coup tu fais du point de vue des enfants, un coup tu fais du point de vue de quand ils sont adultes. Donc ça va, ça rythme assez. Mais je rappelle qu'il y a une scène à la fin, qui, j'en ai déjà parlé avec beaucoup d'entre vous, en message, en vidéo, tout ça, n'a aucun putain de sens, en fait, quand tu y repenses. C'est d'une bassesse absolue. Tu te demandes même encore pourquoi King a mis ça là au milieu. Parce que j'ai toujours pas compris le pourquoi du comment. Ça se passe en plus du côté des enfants, donc c'est encore pire amené comme ça. J'en ai reparlé à ma mère pour lui demander ce qu'elle en avait pensé, vu qu'elle les a lus, mais il y a déjà un petit moment. Elle m'a dit ne pas spécialement s'en souvenir. Donc je me dis que peut-être fut une époque, peut-être que ça choquait moins, ou peut-être que la scène étant mélangée à tout ça, tu te dis bref. Moi ça m'a fait plutôt bref. En fait, s'il n'y avait pas eu cette scène-là, je pense que j'aurais plus apprécié la fin de l'histoire, et là, ça me l'a un peu plombé. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai recommencé à lire Twilight. J'ai fait toute une vidéo là-dessus, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais je note dans ce petit bilan que je suis en relecture de Twilight, que j'ai donc lu le tome 1 et le tome 2. Voilà, c'est rigolo. Je dirais juste ça, c'est marrant. En manga, j'ai terminé L'Éden des sorcières, le tome 8. Je pensais clairement m'arrêter à la fin du tome 7, mais je savais pas jusqu'à quand allait la série. Pour rappel, ça nous raconte l'histoire de Pili qui vit dans un monde qui ressemble au nôtre, mais où les plantes, ayant été tellement persécutées, et le monde animal aussi, se sont totalement retirées du monde humain et se cachent dans un Éden où seules les sorcières peuvent avoir accès. Donc évidemment que les êtres humains sont pas contents, il y a plusieurs royaumes qui cherchent absolument ce fameux Éden de la nature, et Pili va un petit peu être malmenée par différents groupes de personnages pour les amener là-bas. Et c'est vrai qu'à la fin du tome 7, t'es là, bon, c'est quand qu'on y est enfin. Et la fin du tome 7, tu as littéralement le truc que tu attends depuis 7 volumes qui arrive enfin, et t'es là. Bon, bah je lirai le 8. Et en lisant le 8, bah j'ai appris que c'était la fin. Voilà. Alors, la fin est une vraie fin, mais laisserait peut-être supposer autre chose, une renaissance, un truc un petit peu différent. J'ai bien aimé beaucoup de choses dans ce manga. J'ai beaucoup aimé notamment l'image de clan un petit peu, et de chacun veut défendre son parti, que ce soit les humains, que ce soit les plantes, et au final, au milieu, il n'y a pas beaucoup d'espace pour la cohabitation. Et j'ai trouvé ça hyper malin comme c'était tourné. Plutôt une bonne surprise, je vous la recommande maintenant qu'elle est terminée. Ça, je suis pas sûre de continuer, j'ai pris Filia Rosé, le tome 1. Je suis pas sûre déjà d'avoir tout compris à l'histoire. En gros, c'est une sorte de prêtresse qui, pour se défendre de son pouvoir qui est super puissant, se métamorphose en sa version enfant, à l'époque où son pouvoir était moins puissant. Comme ça, elle peut vivre un peu plus normalement, mais sauf que ça fait qu'elle a un corps d'enfant avec un esprit d'adulte. Et elle va être amenée à devoir aller de royaume en royaume pour un peu aider des gens, vu que son pouvoir est quand même super puissant. Et elle est censée là aller dans le royaume d'un prince qui est voué à une destinée tragique et qui pourrait mettre à mal absolument tous les autres royaumes et déclencher une guerre. Et en fait, je vous avoue que même si les personnages sont assez rigolos, je suis pas certaine d'avoir tout suivi, l'absolu. Mon deuxième coup de cœur de cet été en termes de imaginaire, Assistant to the Villain. Oh, c'était vraiment la surprise, celui-ci. Je pense que c'est pour ça qu'il m'a autant plu. C'est que j'avais tellement d'a priori et peut-être un petit préjugé sur ce que j'allais lire en me disant non, que je pense que je lui mettais pas beaucoup d'attentes, et toutes mes quelques attentes ont été comblées, même au-delà. Alors certains n'ont pas été d'accord quand j'ai dit ça, et je peux comprendre. Moi, c'est vrai que j'ai tellement vu tout le reste que le côté romance m'a pas non plus, m'a pas submergée. Il y en a qui m'ont dit « Ah ouais, tu trouves que la romance, elle est pas si présente que ça ?» Moi, je trouve quand même que... Voilà, donc pour beaucoup, c'est une romantaisie, comme on pourrait les appeler. Pour moi, c'est plus une fantaisie où il y a une petite histoire d'amour. Voilà, une petite, oui, ok, bon, c'est les deux personnages principaux. Je dis pas qu'elle est pas là, mais juste que le reste est
est tellement aussi intéressant que c'est pas que l'histoire d'amour. J'ai eu des romans de Teddy où en fait tout le reste est un peu, tu sais, foutu sous le tapis parce que justement on veut se concentrer sur la romance entre les deux personnages principaux. Donc on n'a pas le temps pour le reste, tu vois. Mais en fait t'as tout un univers et un décor que t'as construit et que tu utilises pas. C'est complètement con. Bref, ce que là j'ai trouvé c'était pas le cas, vu que oui la romance entre le vilain et Evie est assez évidente. Oh mais d'un coup, elle est venue toute seule comme ça là. Bref. Mais il y a pas que ça, parce que en devenant l'assistante du vilain, Evie elle va se rendre compte qu'il est pas si vilain que ça, déjà. Bon, alors ça on te le vend assez facilement. Et en plus, elle, tu sens qu'elle doit un petit peu mettre de côté ses propres convictions, à se dire j'ai un job normal dont je peux parler en rentrant chez moi. Pas du tout. Elle n'en parle pas quand elle rentre chez elle. Et depuis qu'elle est là, depuis qu'elle bosse pour le vilain, il y a des trucs qui se passent pas très bien. Notamment, il y a des plans du vilain qui sont divulgués. Donc, il y a des exécutions qui sont mal faites. Ils se font attaquer sur différents niveaux. Il y a des sortes d'attentats dans le château du vilain. Bref, il y a vraiment quand même une sorte d'enquête. Il y a les personnages secondaires qui sont pas si secondaires que ça, parce qu'on les voit quand même beaucoup, et ils sont très intéressants. Donc, au milieu de leur histoire d'amour, en fait, gravitent énormément de choses que moi j'ai trouvées palpitantes, qui t'amènent à une fin de tome 1 déchirante, bien sûr, voilà, où tu te dis, bon bah vivement le 2. Je crois que le 2 est un tout petit peu moins apprécié, peut-être qu'il souffre malheureusement de ce fameux syndrome du tome 2, nous verrons bien, mais pour ma part, le premier volume en tout cas a été une jolie découverte, et un petit coup de cœur. Par contre, je suis tombée de haut avec celui-ci, oh là là là. Je l'ai fait en audio, d'ailleurs, grâce à Nextory. Heartless Hunter, tome 2, vous savez que j'ai lu le premier, là, c'était fin du printemps par là autour, je l'avais fait en lecture commune avec Emily et Alicia. Et donc, on s'est lancé dans le volume 2. J'avais beaucoup d'espoir, parce que le premier m'avait vraiment fait une bonne impression. C'était une histoire de sorcière qui doit se cacher, qui défend les autres sorcières, qui se met en danger pour les secourir, parce que la Nouvelle République, qui a donc éliminé les sorcières, chasse toutes celles qui restent. Et notre sphinx rouge, notre héroïne, doit absolument, de 1, se cacher, et de 2, leur venir en aide. Donc c'est pas évident, tu vois, elle a une place un petit peu le cul entre deux chaises, chaud quoi. Et en fait, je pense que la fin du tome 1 m'aurait largement suffi. J'ai beaucoup aimé la fin du tome 1 parce que c'était pas ce que tu attends, c'était tragique. C'est pas une fin heureuse. Je sais, vous allez vous dire, mais quoi? Pourquoi tu veux pas une fin heureuse? Mais laisse-les vivre, tu sais, ces pauvres personnages. J'aimerais bien, mais en fait, quand tu me sors un tome 2, où au final, tout ce que t'as construit dans le premier tome, j'ai l'impression que tu le fous à la poubelle, ça m'énerve. Donc je vous spoile pas le tome 2, je vous fais pas de résumé, mais sachez que je trouve que c'est une mauvaise fin, que tu dois terminer quand même d'une certaine manière pour que la majorité de tes lectrices soient contents de la finalité de ton histoire. Mais là, c'était des allers-retours. Je crois que j'ai jamais vu des personnages faire autant d'allers-retours en avant, en arrière, entre différents endroits, pour rien. Je vous les mentionne très rapidement parce que j'ai oublié un petit peu de les noter, donc je les ai un peu mis les trois l'un après l'autre, mais avec ma fille, on a bien avancé. Il va nous rester le prochain tome qui va paraître, je crois, fin octobre, de l'École secrète des dragons. Donc on a lu le tome 4, 5 et 6 cet été. Franchement, si vous cherchez une chouette série qui met en avant des dragons, une école de dragonniers et plein de péripéties qui vont leur arriver, l'École secrète des dragons, c'est vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé. Alors ça, c'est l'autre roman graphique qui m'a un peu laissé perplexe, c'est Raven Boys de Maggie Stiefvater. Donc je crois qu'à l'époque, c'est sorti encore quand c'était chez Black Moon. On se souvient de Black Moon chez Hachette. C'était une série qui s'appelait Glendower, je crois, ou un truc comme ça. De mon côté, je l'ai pas du tout lu quand elle est sortie en papier, je ne connaissais pas cette histoire. C'est après coup, en fait, je me suis dit, mais pourquoi ça me parle vaguement ce nom? Et j'ai donc été voir, et oui, je me suis rendu compte que c'était la version graphique de ce roman-là. L'histoire peut être hyper bonne. On rencontre Blue, à qui on a prédit que le garçon qu'elle aimerait et à qui elle donnerait un baiser allait mourir. Donc elle se renferme, tu vois, évidemment, parce qu'elle veut pas faire mourir quelqu'un. Elle est gentille, cette fille, quand même, quand tu penses. Sauf qu'elle va tomber sur le groupe des Corbeaux, qui est un groupe de quelques garçons d'une école privée pas loin, qui sont à la recherche de cette fameuse tombe qui ferait partie des chevaliers de la table ronde d'Arthur, Glendower, si je me souviens bien du nom, je vous jure, j'ai un problème avec ce nom. Elle, en fait, elle a eu des visions par rapport à tout ça, à ses recherches. Donc elle s'intéresse un petit peu à ce groupe et elle va un petit peu s'y mêler à force. Et ils vont partir à la recherche de cette tombe, de cette histoire. Ils vont découvrir d'autres histoires qui y sont mêlées, bien sûr. Et en fait, je trouvais que le roman graphique, si t'as pas lu le bouquin à l'avance, il te perd beaucoup. J'ai vu des commentaires de gens qui
avaient visiblement lu le roman quand ils étaient sortis, et donc ne découvraient pas l'histoire à travers le roman graphique. Et pour ma part, je pars de zéro, et en fait, il y avait vraiment des trucs où j'étais, mais... On dirait qu'en fait, les personnages ont déjà vécu des trucs avant, que toi, tu les chopes dans le tome 1. J'avais l'impression de lire un tome 2, en fait, tu vois. Donc c'était un petit peu... C'était un peu spécial. Là aussi, je suis pas vraiment certaine de continuer cette série, bien que l'histoire a l'air plutôt intéressante. Au début du mois de septembre, j'ai eu un partenariat avec les éditions Hugo, vous l'avez vu, autour de leur sortie qui s'appelle Fang Fiction, qui était très chouette. Franchement, c'était fun. C'était un mélange entre... Fangirl et Twilight, on pourrait dire, enfin vraiment si on prend deux gros noms, parce qu'on va rencontrer Tess, qui est fanat d'une série littéraire autour de vampires, et elle se persuade un petit peu que ces personnages-là existent réellement, qui sont inspirés de personnages ayant vraiment existé. Alors qu'elle est gérante de nuit dans un hôtel, elle va découvrir à l'accueil un des personnages de la série. Le personnage en question lui dit que besoin d'aide, il y a un problème, normalement tous les vampires sont bloqués sur une île imaginaire au milieu de Manhattan, sur un peu un autre plan terrestre. Ce personnage ne sait pas pourquoi, mais il a réussi à s'échapper. Et le problème, c'est que tous les autres sont restés là-bas. Donc comment lui y revenir, comment aller retrouver les autres, enfin bref, voilà. Donc Tess, étant un peu la seule humaine à croire à l'existence de cette série dans leur vrai monde, va être ok, va dire bah, bien sûr que je vais t'aider, voilà. Donc elle part pour cette fameuse île où il fait toujours nuit, et là elle va rencontrer évidemment les autres vampires. Et les moments où je me suis dit, ça commence à devenir un petit peu, ouais voilà, bof, non, ça rechange, voilà, l'autrice capte que là, elle va peut-être un petit peu trop dans la guimauve, et donc elle en sort assez rapidement, et la fin m'a laissé légèrement quand même sur les fesses, parce qu'il y a un ou deux twists que j'avais pas vu venir, donc bonne surprise. Par contre, alors là, je suis tombée de très très haut, j'ai enfin sorti de ma pioche de lecture, je l'ai fini hier soir, c'est Practical Magic, donc Les Ensorceleuses de Alice Hoffman. J'avais lu le préquel, ce qui se passe vraiment avant avec leur ancêtre Maria Owens, que j'avais bien aimé, j'avais trouvé que c'était une chouette histoire, que c'était bien raconté, que le personnage de Maria était intéressant. Là, vraiment, alors le problème c'est que j'ai été matrixée par le film, que j'adore, que je regarde vraiment volontiers quasi tous les automnes, et donc j'ai l'histoire bien en tête, tu vois. Quand tu commences à comprendre que le roman, c'est pas vraiment la même... Enfin, c'est la même histoire, mais sans être vraiment la même histoire, c'est perturbant. Donc, on a les mêmes persos, on a plus ou moins le même déroulé d'événements, l'enquête, tout ça, c'est très décousu. Il n'y a pas beaucoup de sens, parce que finalement, quand tu arrives gentiment à raccrocher tous les wagons, tu dis, mais attends, quoi? Pourquoi ça tombe amoureux aussi vite? Pourquoi c'est... J'ai eu beaucoup d'incohérences. Je crois que je vais m'en tenir au film. Ça, je vais le ranger dans un coin de ma tête du « tu ne l'as jamais lu, c'est pas grave ». Ne lui en tiens pas rigueur. Est-ce que du coup ça me fait un peu peur pour la future adaptation d'un... Je sais qu'il y a eu ensuite des sequels, et il me semble justement que c'est une des sequels qui va être adaptée. Le tournage a été terminé là, on devrait avoir le film l'année prochaine. Je sais pas du coup si je me réjouis ou si j'ai un peu peur. Mais après je me rassure un peu en me disant que avec la base du roman, de celui-ci, les réalisateurs ont fait un super job pour l'adaptation, parce que l'adaptation est incroyable. Moi je l'adore. Et je pense qu'ils ont corrigé énormément de cafouillage dans le bouquin, mais clairement, je peux pas me dire que le roman est incontournable. Au contraire, il est carrément oubliable. Donc ça, c'était la grosse partie. Il y avait beaucoup d'imaginaire dans mes dernières lectures. Dans d'autres catégories, on a un petit peu de polar, thriller policier, notamment avec la fin de la série manga She is Beautiful, que j'ai classée là-dedans, mais qui tire un peu sur le SF. Mais comme j'avais vraiment pas grand-chose à mettre en policier, je me suis dit que j'allais les mettre dedans. C'était une jolie fin. Encore une fois, je pense que des fois je m'attends à trop, parce que les auteuristes mettent trop d'infos, trop d'intrigues, trop de trucs waouh, tu sais, t'as un peu l'impression des fois que t'arrives à la fin de Lost et que on te dit oh, mais il y a encore tout ça à résoudre, comment ils vont faire? Et en fait il y a un gars qui fait bah non, on va faire comme ça, puis c'est tout. Tu te dis mais en fait il y aurait eu tellement d'autres choses à raconter encore. Donc là aussi, fin un petit peu facile mais intéressante. Le manga est franchement sympa. Si vous cherchez encore une fois, c'est des petites séries, là c'est 6 volumes. Selon moi, on est dans un monde futuriste où un laboratoire a créé des spécimens, attends, comment ils les appellent? Des cobayes non humains. Et donc ce ne sont que des filles.
Et en effet, elles ne sont pas humaines, mais elles ressemblent, elles ont carrément les mêmes organes, les mêmes... Enfin bref, toutes les caractéristiques humaines, mais elles sont créées, littéralement. Elles peuvent tomber enceintes, mais uniquement au sein du laboratoire scientifique et tout. On va se retrouver des années plus tard, où l'une d'entre elles se réveille tous les matins sans se souvenir de ce qui lui est arrivé. Le dernier souvenir qu'elle a, c'est elle s'endort le jour de son 10e anniversaire, elle se réveille, elle est adulte, elle comprend pas ce qu'elle fait là. Il va y avoir un petit peu pour elle la découverte, et donc pour nous aussi, de tout ce qui lui est arrivé, de tout ce qui va lui arriver, et pourquoi elle a plus sa mémoire. Donc c'était intéressant, il y avait une base que moi j'aime beaucoup, mais la fin, moi, encore une fois, la fin quoi. Genre je sais pas, vous avez pas le temps. Mon coup de cœur de l'été dans cette catégorie, The House Across the Lake. Je suis désolée, je sais, c'est un livre en anglais, vous dites « Ah mais super, nous on parle pas forcément tous anglais, donc comment... » Voilà, je suis navrée. C'est de Riley Sager. Avec lui, c'est pour l'instant un sans faute. J'ai lu 3 de ses bouquins, j'ai 3 fois été surprise, en bien. À chaque fois, je me dis, lui mets pas la barre trop haute non plus, parce que tu vas être déçu. Pourtant ici, je vois pourquoi certains et certaines ont été déçus. Mais pour ma part, j'ai trouvé ça hyper bon. Je me suis complètement laissée happer dans le truc. Cassie est une célébrité qui doit un petit peu se faire oublier à cause d'un scandale, de l'alcool, enfin bref, tout ça quoi. Et elle décide, avec sa manager, sa famille, de se retirer à la Maison du Lac, maison qu'ils ont dans sa famille depuis un paquet de temps. Elle va rencontrer les voisins d'en face, donc la maison de l'autre côté du lac, et en sauvant la vie de la femme du couple, elle va évidemment devenir un petit peu amie avec, elles vont apprendre à se connaître, sauf qu'un beau jour, la femme du couple a disparu. Donc là évidemment Cassie, ça va très très vite dans sa tête, elle se demande ce qui se passe, pourquoi, où est-ce qu'elle est-ce que c'est le mari, est-ce que... Voilà, donc elle commence à creuser, la police n'a pas l'air intéressée, donc elle fait un petit peu sa petite enquête toute seule, elle commence à se monter la tête pour des trucs, voilà, ça prend en fait tout à coup des proportions énormes, jusqu'à ce que t'arrives, tu montes la colline comme ça, bam, t'arrives tout en haut, et en fait, tout à coup tu vois que ça redescend pas de l'autre côté, ça prend carrément un autre chemin. Et moi, c'est cet autre chemin, je pense, qui a dû perdre certaines personnes, qui s'attendaient tellement pas à lire ça, que ça les a un peu déconcertées. Moi, j'ai bien aimé. Ça m'a rappelé d'autres choses que j'ai pu lire un petit peu dans le même genre, et justement qui m'ont intriguée. J'aime bien quand ça surfe un petit peu entre deux genres, et là, c'était le cas. On poursuit avec la catégorie plutôt contemporain, ou enfin voilà, il n'y a pas vraiment de genre particulier, avec le premier tome de la saga des Casalettes. Je suis en train d'écouter le tome 2 grâce à Next Story, comme toujours. La saga des Casalettes, ça a vraiment été pour moi un espèce de petit bonbon à écouter et à suivre cet été. Je vous disais d'ailleurs que le livre papier me faisait un peu peur, c'était petit, il était gros, il y avait beaucoup de personnages, je me dis je vais ramer, ça va être compliqué. J'ai tenté de le faire un peu en version mixte, c'est-à-dire lire un peu en papier, écouter en audio. Finalement sur 16 heures d'écoute, je pense que j'ai dû en lire 2 en papier. J'ai fait le reste en audio parce que c'était vraiment très bon. La narratrice est excellente. Puis finalement, tu te prends au jeu de ces personnages. Donc été anglais, le premier tome, ça se passe entre les étés 37 et 38, donc on sait que c'est juste avant la guerre. Ça va commencer à pétouiller dans pas long. Et toi, tu vas suivre un petit peu tous ces personnages, tu vas picorer des morceaux de vie avec eux, et j'ai bien aimé les suivre. Et là, tu sais, je suis contente de pas laisser trop traîner l'écoute du tome 2. J'avais hâte de le commencer, mais je voulais quand même écouter autre chose entre-temps. Et ça m'a fait du bien, franchement, de les retrouver. C'est hyper agréable. Donc, si vous cherchez quelque chose un petit peu dans la veine, peut-être si vous avez aimé les Marie Laberge avec Le Goût du Bonheur, ou Downton Abbey aussi, la série, je pense que vous pouvez aimer les Casalettes. Ça, je sais pas si ça a été une très bonne idée, j'ai fait coup sur coup 2 Elin Hilderbrand à la suite. J'ai lu The Identicals que j'ai lu en anglais, c'est la première fois que je lisais l'autrice en VO, et juste après j'ai lu L'Hôtel Nantucket. Donc Elin Hilderbrand, je rappelle, elle écrit toujours des romans qui se passent sur l'île de Nantucket. Et là, dans The Identicals, on va avoir aussi un regard sur Martha's Vineyard, qui est l'autre île. Les deux sont un petit peu toujours en concurrence, comme j'ai compris. On va rencontrer 2 jumelles qui y a eu un truc entre elles se parlent plus. L'une est sur Martha's Vineyard, l'autre est à Nantucket. Il va se passer quelque chose où elles n'ont pas le choix, elles doivent un petit peu reprendre contact. Et elles vont valdinguer entre les 2 îles. Voilà, parce qu'il y a un truc à faire de ce côté, il y a un truc à faire de ce côté-là. C'était chou, c'était agréable à lire. Alors elle a quand même finalement
pour l'avoir lu en VO, une plume assez soutenue pour sa version originale. C'est pas un anglais très facile à lire, mais j'ai bien aimé la découvrir en VO, c'était agréable, et l'histoire était chouette. Au contraire, j'ai été un peu déçue de l'Hôtel Nantucket que j'ai lu pendant ma semaine de vacances. Alors de base, ça pouvait me plaire parce que c'est le genre d'histoire que j'aime. Il s'est passé un truc 100 ans en arrière, il y a eu un incendie dans un hôtel et une bonne est décédée. On sait pas si c'était un accident, si c'était volontaire, tout ça, et en fait, le fantôme de la bonne continue à errer dans les ruines et dans le bâtiment qui va être mis à neuf, qui va changer de propriétaire plusieurs fois, jusqu'à arriver de nos jours où on va rencontrer la nouvelle gérante de l'hôtel, qui veut absolument décrocher la fameuse 5e clé d'un site de recommandation d'hôtel. Donc à la fois tu suis tout ce petit monde évidemment qui gravite dans l'hôtel, tu suis la fantôme qui essaie de faire comprendre que c'était pas un accident, et tout ça c'est mélangé un petit peu entre beaucoup de choses. Donc sur le papier, ça peut être hyper cool, et ça promettait d'être hyper cool, et au final j'ai pas trouvé que c'était si fou que ça, quoi. Je veux dire, la résolution de l'enquête, en fait t'as l'info dès le départ, donc toi tu sais, donc du coup t'as aucune raison de vraiment être surprise de quoi que ce soit. Ça m'empêchera pas d'en lire d'autres, de l'autrice, mais celui-là, pas le meilleur. Emilia Hart, j'ai lu La Maison au sortilège ce printemps, et donc là j'ai poursuivi avec Les Sirènes. J'ai préféré La Maison au sortilège, mais j'ai quand même bien aimé Les Sirènes, que j'ai fait là encore une fois en audio. C'était différent, mais quand même toujours un peu la même chose. Voilà, donc là on est en Australie, on va rencontrer 2 sœurs, dont l'une a disparu, donc la plus jeune essaye de la retrouver. Et en parallèle de cette histoire, t'as l'histoire de 2 autres sœurs qui ont été bannies d'Angleterre à cause d'un crime, et donc plutôt que d'être condamnées, elles ont été exilées en Australie. On va vivre toute la traversée jusqu'en Australie avec elle, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose d'un petit peu étrange les concernant. Il y a un truc avec cette famille, j'ai trouvé ça hyper touchant, c'était beau, c'était très féminin, c'était très mystique, tout ça j'aime bien. La fin, encore une fois, je sais pas ce qui se passe en ce moment avec les fins, mais tu peux pas conclure comme ça en fait, tu peux pas juste me dire voilà, c'est tout, t'auras rien de plus. Ça, je sais pas. Autant des fois, oui, je comprends, mais là, tu te dis, c'est pas un peu facile? Par contre, là où je peux pas lui enlever, je trouve que Emilia Hart a, de 1, une jolie plume, et de 2, une bonne traduction, visiblement, parce que ça matche bien, quoi. Enfin, pour moi, c'est beau à lire, c'est beau à écouter, c'est très fluide, donc ça me plaît. Ça, je pense que c'était mon coup de cœur en contemporain cet été, c'est Le Temps du Pardon. Je vous le montre pas en papier, parce que, franchement, c'est le France Loisirs, il y a pas de jaquette autour. Celui-là, un peu sans prévenir, je l'ai quasi dégommé en une journée, parce que c'était efficace comme pas possible. Il y avait des trucs que j'avais vu venir, mais d'autres moins. Et en fait, juste tu te laisses entraîner. Moi, j'aime ces histoires de famille qui payent pas de mine, où tu sais qu'il y a eu des trucs, mais tu sais pas exactement quoi. Et même si là, à un moment donné, tu te doutes de quelque chose, franchement, je trouve que le job et la fluidité du texte ont fait que c'était justement ce que je devais lire à ce moment-là. Ça va se passer un coup en 60, un coup au début des années 2000. On va rencontrer Nathalie. Nathalie a 14-15 ans quand un garçon vient chez eux pour les aider à la ferme. Et on est en pleine guerre du Vietnam, eux ils vivent au Canada, et ce gamin il vient des États-Unis, donc il a déserté pour éviter de faire la guerre. Mais petit à petit il va se faire une place, il est sympa, il travaille bien et tout, et donc Nathalie elle va un peu en tomber amoureuse. Des années plus tard, donc Nathalie est grande, elle est partie de la maison un peu du jour au lendemain, l'été de ses 18 ans, elle est jamais revenue, à part une fois pour un truc où elle avait pas le choix. Et là, elle doit revenir. Mais elle a pas du tout envie. Parce que il y a eu trop de secrets, il y a eu trop de choses qui n'ont jamais été dévoilées. Elle a certaines idées préconçues sur sa famille, qui, selon elle, savent certaines choses la concernant. Alors que, enfin voilà, tu sens qu'il y a beaucoup de silence et qu'il n'y a pas beaucoup de discussions entre eux, ce qui a amené à beaucoup de malentendus. Dans celui-ci, pas grand-chose à redire, c'est soit tu rentres parce que c'est le genre d'histoire que t'aimes bien, soit t'es totalement hermétique et tu vas trouver ça chiant. Moi, ça n'a pas été mon cas, je me suis totalement laissée embarquer dans cette histoire de famille et ça m'a beaucoup plu. À l'ombre de Winnicott, c'est ce fameux duo d'auteurs que j'ai adoré dans Alabama 1963 et America. Celui-ci, évidemment, je l'attendais et j'avais beaucoup d'espoir, bien sûr. Donc on se retrouve dans un truc qui, de base, encore une fois, sur le papier, ça doit le faire. On est un peu ambiance Downton Abbey, évidemment, grande maison, et ils ont dû faire des travaux parce que elle est un petit peu défraîchie, quoi. Et le jeune garçon
de la famille, est aveugle et commence à percevoir des trucs un peu étranges. Donc sa nouvelle préceptrice française, qui s'appelle Viviane, arrive et elle a pas trop envie de croire aux fantômes. Plus ça va aller, plus les gens vont commencer à avoir peur, plus il va se passer des choses étranges dans cette maison. Tu peux pas te voiler la face très très longtemps. Donc le produit de base, c'était pas mal du tout. Mais pour arriver à une finalité, ou encore une fois, décidément, ça sera le maître mot de cette vidéo, les fins ne sont pas à la hauteur. Les fins ne sont pas à la hauteur de tout ce qui a été développé dans le roman, de tout ce qui a été présenté, de tout ce qui a été dit. Enfin, je trouve que les auteurs, les autoristes, terminent un peu en mode genre... Voilà, c'est fini. C'était pas mal, mais c'était pas waouh, quoi. J'ai été vachement plus waouh devant Alabama 1963, et même plus waouh dans America, parce que y a pas grand chose à résoudre, tu vois, donc tu suis finalement, et t'as pas besoin d'un waouh à la fin dans ce genre d'histoire. Là, t'en avais un peu besoin, et il a pas été assez waouh. Celui-ci, on va dire que c'est aussi un de mes coups de cœur en contemporain, parce que vraiment, je l'ai vraiment bien aimé. C'est The Wilderness of Girls, de Madeleine Claire Franklin. J'ai passé un bon moment avec, franchement. Je lui mettais une barre assez haute quand même, parce que le résumé est assez flou pour te laisser espérer beaucoup de choses. Parce que Rhiannon va retrouver dans la forêt, alors qu'elle fait un stage de garde forestier avec son oncle, elle va tomber sur 4 filles et 2 loups, qui ont l'air d'avoir vécu là toute leur vie, hein, voilà. Donc l'une est blessée, elle va leur venir en aide, elle va appeler des renforts, tout ça, les filles vont être prises en charge. C'est un peu tout ce que te dit le résumé. Donc après, tu te laisses porter. Donc je vais vous laisser vous faire porter si vous avez envie de le lire. Et c'est vrai que moi j'attendais, en fait, tu vois, j'attendais que ça arrive à un moment donné. Donc... Et arrivé à la fin, je me suis dit, mais il me manque un immense pan de l'histoire, en fait. Il y a quelque chose sur lequel je n'ai pas pu mettre le doigt, et ça m'a un petit peu agacée, pour ne pas dire autre chose, de ne pas avoir finalement toute la révélation. Et je l'ai macéré un peu, enfin je l'ai laissé macérer un peu, et au final je me suis dit, mais c'est pas vraiment le but de pas avoir cette révélation-là. C'est pas de ça dont on a réellement besoin, et je pense que l'autrice l'a volontairement oublié, l'a volontairement pas mis, parce que justement pour éviter qu'on se concentre uniquement là-dessus, comme si c'était ça la vraie fin de l'histoire. Alors que c'est pas ça la vraie fin de l'histoire, c'était peut-être donner un rôle à quelqu'un qui n'avait pas à avoir ce rôle-là, et ça aurait pu invisibiliser un peu les héroïnes de l'histoire. Donc j'ai trouvé ça assez malin finalement, de nous laisser dans le flou concernant une partie, et au contraire braquer le projecteur à fond sur les héroïnes, sur leurs personnages. Donc c'était une bonne lecture. J'ai passé vraiment un super moment avec cette histoire de femmes, quoi, de sororité. Et c'était marrant parce que des fois c'était hyper doux, et hyper cocon comme ça, tu sais. Et des fois c'était terriblement violent, et traumatisant, et un peu triste. Et, il y avait cette dualité dans le genre que j'ai beaucoup aimé. Pour finir, on va terminer avec quelques romances, bien sûr. La première de l'été, ça aura été Meet Me at the Lake de Carly Fortune, que j'ai bien aimé dans Every Summer After, qui je crois va être adapté d'ailleurs. Il y a tellement d'adaptations en ce moment que j'arrive plus à suivre, bien sûr. Dans Meet Me at the Lake, elle révolutionne pas du tout le genre, elle reprend exactement les concepts qu'elle sait très bien faire, des personnages qui se sont connus, qui se sont perdus de vue, qui vont se retrouver. Il y a eu un quiproquo entre eux, et il va falloir essayer de résoudre le mystère de leurs différends. Là, c'est exactement ce qui se passe. C'est mignon. Franchement, tu le lis peut-être même juste pour les décors, parce que t'es vraiment petite station Canada au bord d'un lac avec des petits bungalows, tout ça. Lui qui redébarque alors qu'il a 9 ans de retard sur leur rendez-vous de base. Et tu vas un petit peu découvrir le pourquoi du comment qu'est-ce. Voilà. Summer Break, c'est la partie été de la petite romance entre Reed et Holly par mon amie Alicia Garnier. J'ai préféré celui-ci, donc j'ai préféré le Summer Break plutôt que le Easter Egg, qui était la version au printemps. Là, on est en été, il y a un truc qui doit se passer entre les personnages qui est quand même un petit peu important, voilà, et ça ne va pas se passer comme prévu. Donc j'ai bien aimé celui-ci, et là il me reste donc encore Pumpkin Spice, qui est le dernier volume de toute cette petite série romantique. Donc dans chaque catégorie, j'ai essayé de vous sortir quand même un coup de cœur, le meilleur de cette catégorie pour moi durant ces 3 mois de lecture. Je pense que pour la romance, ce sera My Roommate is a Vampire de Jenna Levin.
J'espère vraiment qu'ils vont le traduire pour vous parce qu'il était super chouette. J'ai passé un moment délicieux avec ce titre. Cassie a besoin d'un appart parce qu'elle est foutue dehors de sa location actuelle. Elle cherche absolument une coloc, c'est moins cher. Et là, elle tombe sur le bon plan absolu. Elle se dit, il y a un truc qui cloche, c'est pas possible. L'appart a l'air incroyable dans un quartier de fous et le loyer est ridicule. Donc elle décide de quand même y aller. Le gars a l'air bien sous tout rapport, quoi. Il lui dit juste, moi, si jamais vous me voyez pas de la journée, je bosse et je me lève et je vaque à mes occupations de 17h à 5-7h du matin. Voilà, après, je disparais, je suis dans mes appartements, faut pas me déranger, tout ça, tout ça. Donc il met un peu des conditions, elle trouve ça un peu bizarre, mais elle se dit qu'il doit bosser de nuit, enfin bref. Et en fait, il s'avère que, je vous le donne en mille, le roommate, c'est un vampire, voilà. Pas beaucoup de suspense là autour à avoir. Là où sur moi ça a fonctionné, c'est que ça y va pas par quatre chemins. Il y a les moments un petit peu que tu sais qu'il va y avoir dans les romances, à un moment donné, ils vont se disputer ou que sais-je, il va y avoir un malentendu, ils vont se séparer, puis ils vont... voilà. Là, ça se passe comme ça, mais ça se passe pas vraiment au même moment que ça se passerait d'habitude. Donc très bonne surprise, drôle, ça se prend pas au sérieux, lui, en fait... Il y a un truc avec son histoire à lui aussi, qui fait qu'il n'est pas du tout adapté au monde d'aujourd'hui, tu vois. Donc c'était hilarant de le voir essayer de comprendre ce que c'est que de vivre au 21e siècle, tu vois. Elle a d'autres histoires, hein, un peu compagnons, avec des personnages que tu rencontres ici, qui vont aussi avoir leurs histoires après. Je pense franchement que si j'ai l'occasion, je les prendrai, parce que c'était efficace. On en vient à un gros morceau sur lequel je vais pas trop m'attarder ici. J'en parlerai dans une prochaine vidéo un petit peu particulière. J'ai enfin lu le fameux Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Le livre qui a fait trembler tout internet, à savoir est-ce que c'est vraiment si bien que ça vaut la hype, ou alors non, c'est une sombre merde, qu'est-ce que vous faites à lire ça? Je vous jure, j'ai vraiment eu des commentaires, peut-être pas aussi virulents, mais de personnes qui étaient vraiment dans deux teams très différentes concernant ce titre. Déjà, il y a eu la version numérique de la version française qui est sortie. Donc il y avait un peu plus de gens, tu vois, de la communauté booktube francophone, qui avaient lu le truc, tu vois. Qui sont venus un petit peu me dire « Tu verras, mais je pense que ça va pas te plaire. Je pense que c'est trop, il y a trop de hype autour de ce truc, on nous a trop vendu, et ça fait pas tant le job que ça. » Donc moi, bien sûr, ma barre, elle commence à baisser, tu vois, voilà. Je me dis, n'attends pas trop de cette chose, tu verras bien ce que ça donne. Et au final, écoutez, je crois que j'avais tellement pas d'attente que c'était sympa. Alors, deux choses m'ont mis sur la piste. La première, c'est, t'avais tellement pas d'attente que finalement ça va. La deuxième, c'est que je l'ai lu en anglais. Est-ce que, j'en sais rien, je l'ai pas lu en français, hein, est-ce que la traduction va vraiment? Elle va récupérer le café de sa tante, je crois, qui part à la retraite, donc elle, ça tombe bien, elle veut changer de vie, elle arrive là, tout ça, tout ça. Elle va tomber sur le fermier un petit peu grumpy du coin. Leur amitié commence de façon quand même assez expéditive, je vous l'accorde, mais ça, je me suis dit, au pire, bon, allez, les Américains, peut-être qu'ils se font amis-amis un petit peu plus rapidement, que sais-je, j'en sais rien. Donc, il se passe le fameux truc qui se passe dans toutes les romances, et après ça... Et en fait, des personnes qui m'ont dit « Oui, mais moi, c'est toutes les scènes de smut, donc de sexe, très très explicites, tout ça, ça m'a pas plu, j'ai trouvé que c'était trop, et tout et tout. » Et je comprends, parce que franchement, moi je déteste ça, vous le savez aussi bien que moi, j'en parle assez régulièrement. Et sauf que moi, il me restait 100 pages, et j'étais là. Je vois pas le problème. Ils se sont fait un petit bisou. Enfin, ça va, quoi. Et alors, ok. Genre, il leur faut 250 pages pour se faire un petit bisou. Mais alors, dans les 50 dernières, ça y va. Oui, alors, je comprends. En fait, il y a les 50 dernières pages qui, pour moi, collent pas du tout à l'ambiance des 250 autres, tu sais. Est-ce que c'était si incroyable que ça? Non. Mais est-ce que ça a fait le job que j'ai failli le lire quasi en une journée parce que j'étais dedans et tout? Oui. Et pour comparer un petit peu, on est sur deux publics totalement différents, j'ai également lu Falling Like Leaves, qui là est une romance automnale très young adulte, donc il n'y a pas de scène plus qu'un bisou, hein, n'est-ce pas? Parce qu'on est sur des personnages qui ont, je dirais, 17-18 ans, pas plus, mais même combat. D'accord? Donc il y a un truc qui se passe, notre héroïne doit venir vivre avec sa mère chez sa tante dans la petite ville ultra Starzolo typée. Et
elle va retrouver un garçon avec qui elle a passé un super été il y a 2-3 ans en arrière. Sauf que, problème, elle comprend pas trop ce qui se passe, il lui parle absolument pas. Il fait comme si elle n'existait pas, il lui fait la gueule quoi. Et ça, c'est franchement cette incohérence avec ce personnage qui, tu sais, au lieu de se dire, bah en fait, je vais aller lui parler. Il y a eu un bug, un problème à un moment donné. Non, non. Non, il est là genre, je te parle pas. Là encore une fois, ça casse pas 3 pattes à un canard. Vous l'aurez compris, j'ai lu de meilleures romances cet été. Mais c'était mignon. L'ambiance automne, on y est en plein dedans. Il y a aussi de nouveau là tous les festivals, les festivités autour de l'automne. On y est en plein dedans. Il y a le petit un peu semi-triangle amoureux, il est là. Ça restait doudou quoi. Voilà. Mais c'est pas non plus... Voilà. C'était mignon. A few. Et on va terminer par juste un abandon, qui était La lumière des profondeurs de Frances Hardinge. Pourtant ça commençait bien quoi, ce truc avec des déesses des fonds marins, des dieux et des déesses des fonds marins qui auraient été tués et qui bizarrement aujourd'hui reviendraient un petit peu à la vie. Il y a des orphelins qui veulent aller dans les abysses pour découvrir des trésors et tout. Et sauf que l'histoire a jamais commencé quoi. J'ai lu 150 pages je crois, et ça ne prenait pas. C'est pas grave. Voilà pour cette conclusion de lecture, ce bilan de mes 3 derniers mois de lecture juillet, août et septembre. Je me réjouis d'arriver dans les 3 derniers de l'année. J'espère que ces petits résumés et ces petits avis vous auront peut-être permis de faire soit un tri, soit d'inscrire de nouveaux livres dans votre liste d'envie, n'est-ce pas? N'hésitez pas, si certains sont disponibles sur Nextory, eh bien vous avez le code juste ici pour tester l'appli pendant 60 jours et peut-être, pourquoi pas, découvrir un des livres que j'ai bien aimé durant ces 3 derniers mois. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de magnifiques lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.